Pourquoi agissons-nous au niveau cellulaire et neuronal, comme si l'absence de validation extérieure était une menace mortelle, déclenchant les mêmes alarmes biologiques que la faim ou la soif, alors que le véritable régulateur de notre chimie interne ne se trouve pas dans les yeux des autres, mais dans le silence de notre propre biologie? Lorsque nous plongeons notre regard dans les profondeurs de l'architecture cérébrale pour comprendre ce besoin viscéral d'attention, nous ne devons pas le juger comme une faiblesse morale, mais l'observer comme un artefact biologique fascinant et parfois maladroit. Il faut remonter à l'aube de l'humanité pour saisir que le circuit de la récompense, ce réseau complexe de neurones qui libère la dopamine, n'a pas été conçu pour les réseaux sociaux ou la validation de l'ego, mais pour la survie immédiate du groupe. À l'époque du Pléistocène, être vu par sa tribu, être reconnu comme un membre utile, était littéralement une question de vie ou de mort. L'invisibilité équivalait à l'exil, et l'exil a une fin certaine face aux prédateurs ou à la famine. Ainsi, notre cerveau a évolué pour traiter l'indifférence sociale avec la même gravité neurochimique qu'une menace physique imminente. Aujourd'hui, bien que les tigres à dents de sabre aient disparu, cette vieille machinerie tourne encore à plein régime. Chaque fois que nous mendions de l'attention, que ce soit par un comportement bruyant, une plainte répétitive ou une publication numérique soigneusement orchestrée, nous activons ce mécanisme ancestral. Nous stimulons le noyau accumbens, le centre du plaisir, cherchant une décharge rapide de neurotransmetteurs pour apaiser une angoisse existentielle diffuse. Cependant, d'un point de vue clinique, cette dynamique crée une physiologie de l'addiction. La validation externe agit comme un sucre rapide. Elle provoque un pic glycémique émotionnel, une montée fulgurante de satisfaction qui masque temporairement le vide intérieur, mais comme pour toute substance exogène, le pic est inévitablement suivi d'une chute brutale. Les récepteurs neuronaux, saturés, se désensibilisent, exigeant des doses de validation de plus en plus fortes pour ressentir le même niveau de sécurité. Nous nous retrouvons alors piégés dans une boucle de rétroaction négative, où notre chimie interne oscille violemment au gré des réactions d'autrui. L'autonomie émotionnelle commence par la prise de conscience froide et clinique de ce processus. Réaliser que nous avons délégué la régulation de notre homéostasie chimique à des facteurs extérieurs totalement incontrôlables. C'est comprendre que tant que la production de nos hormones de bien-être dépend de l'approbation d'un tiers, nous sommes biologiquement vulnérables, condamnés à une instabilité chronique. Le chemin vers la guérison exige de reprendre le contrôle de cette usine interne, d'apprendre à stimuler nos propres circuits de récompense par l'accomplissement personnel, la contemplation et l'alignement avec nos propres valeurs, transformant ainsi une économie de pénurie neurochimique en un système autosuffisant et durable. Si l'on déplace notre attention du cerveau vers le système nerveux périphérique, on s'aperçoit que la quête incessante d'attention maintient l'organisme dans un état d'usure métabolique considérable. Le corps humain possède deux modes principaux de fonctionnement autonome. Le système sympathique, conçu pour la mobilisation et l'action face au danger, et le système parasympathique, dédié à la régénération, à la digestion et au repos. Mendier de l'attention, c'est vivre avec le pied bloqué sur l'accélérateur du système sympathique. C'est une hypervigilance perpétuelle où les sens sont aiguisés, non pas pour apprécier le monde, mais pour scanner les visages, les tons de voix
et les silences à la recherche de signes de rejet ou d'acceptation. Cette surveillance constante exige une quantité phénoménale d'énergie. Le corps sécrète du cortisol et de l'adrénaline en continu, préparant les muscles à une réaction de lutte ou fuite qui n'a jamais lieu physiquement, mais qui se joue entièrement sur le théâtre psychologique. Cette tension chronique est toxique pour les tissus. Elle détourne le sang des organes vitaux et du cortex préfrontal, le siège de la raison et de la créativité, vers les muscles périphériques, nous le sent épuisé, brouillé, mentalement et émotionnellement réactif. L'autonomie émotionnelle, et il est le grand régulateur de notre apaisement. Devenir autonome, c'est entraîner ce nerf à nous ramener vers l'état parasympathique sans aide extérieure. C'est la capacité biologique de s'auto-apaiser. Imaginez un instant ce qui se passe au niveau cellulaire lorsque vous cessez de quémander. Le rythme cardiaque ralentit, la variabilité de la fréquence cardiaque augmente, un signe clinique de résilience. La digestion se normalise et le système immunitaire, libéré de la suppression causée par le stress, peut enfin se consacrer à la réparation de l'ADN et à l'élimination des agents pathogènes. Il s'agit d'une économie d'énergie vitale. Toute cette puissance calorique et neuronale que nous gaspillons à manipuler l'opinion des autres pour nous sentir en sécurité revient à la maison. Elle devient disponible pour la pensée profonde, pour la guérison physique et pour une présence au monde qui n'est plus teintée par la peur. Cesser de mendier de l'attention n'est donc pas seulement un changement d'attitude, c'est un acte profond de conservation physiologique, permettant au corps de quitter le mode survie pour entrer enfin dans le mode de vie et de croissance. Puis, approfondissons cette exploration en nous penchant sur la manière dont nous construisons notre réalité intérieure, par le biais de la proprioception émotionnelle. Dans le développement de l'enfant, les neurones miroirs jouent un rôle crucial. Le bébé apprend qu'il est en voyant ses émotions reflétées sur le visage de sa mère. C'est un système de navigation par écholocation, similaire à celui des chauves-souris ou des dauphins, qui envoient un signal et attendent son retour pour cartographier leur environnement. Le drame de l'adulte dépendant affectivement est qu'il n'a jamais dépassé ce stade de l'écholocation. Il continue de lancer des cris sous forme de demande d'attention et attend désespérément que l'écho lui revienne pour confirmer sa propre position dans l'espace social, voire sa propre existence. L'environnement reste silencieux si l'écho ne revient pas. L'individu ressent une sorte de dissolution du soi, une panique vertigineuse semblable à celle d'un pilote perdant ses instruments de vol dans le brouillard. L'autonomie émotionnelle exige une transition technologique au cœur de notre psychisme, passer de l'écholocation à la navigation inertielle. Les systèmes de navigation inertielle utilisés dans les sous-marins et les vaisseaux spatiaux n'ont pas besoin de repères extérieurs. Ils utilisent des gyroscopes internes pour calculer leur position. Biologiquement, cela correspond au développement de l'interoception. L'interoception est la capacité du cerveau à lire les signaux venant de l'intérieur du corps. Le battement du cœur, la respiration. Sur le plan psychologique, cela se traduit par la capacité à ressentir sa propre valeur et ses émotions directement, sans passer par le filtre du regard d'autrui. C'est apprendre à sentir que l'on est une bonne personne, non pas parce que quelqu'un nous l'a dit, mais parce que nous ressentons la résonance interne de nos actions avec nos valeurs. C'est un calibrage fin et délicat.
Cela demande de fermer les yeux sur le monde extérieur pour ouvrir les yeux intérieurs, d'écouter le bruit de fond de notre propre biologie. Lorsque nous développons cette compétence, le silence des autres cesse d'être effrayant. Il ne signifie plus « je n'existe pas », il devient simplement un espace calme. Nous ne sommes plus des caméléons qui changent de couleur en fonction de la surface sur laquelle ils se posent, mais des entités aux couleurs stables, générées par un pigment interne indélébile. C'est la différence fondamentale entre être une image projetée sur un écran qui disparaît quand la lumière s'éteint et être la source de lumière elle-même. La transformation de cet état de dépendance vers l'autonomie repose sur l'un des principes les plus encourageants de la neuroscience moderne, la neuroplasticité. Notre cerveau n'est pas un marbre figé, mais une argile vivante, remodelée en permanence par nos actions et surtout par nos non-actions. Chaque fois que nous ressentons l'impulsion impérieuse de solliciter de l'attention, cette démangeaison mentale qui nous pousse à interrompre une conversation, à dramatiser une situation ou à vérifier compulsivement nos notifications, nous sommes face à un carrefour synaptique. L'habitude à tracer une autoroute neuronale large et rapide. Le stimulus de l'insécurité déclenche immédiatement la réponse de la quête d'attention. C'est le chemin de moindre résistance, isolé par la myéline, conducteur et efficace à force de répétition. Cependant, le secret de l'autonomie réside dans le pouvoir de l'inhibition corticale. C'est la capacité du cortex préfrontal à dire non aux impulsions primitives du système limbique. Le processus de devenir autonome est littéralement un exercice de musculation cérébrale. À chaque fois que vous ressentez le besoin de mendier un regard et que vous choisissez consciemment de ne pas le faire, que vous choisissez de rester assis avec votre inconfort, de respirer à travers la sensation de vide sans tenter de la combler artificiellement, vous affaiblissez l'ancienne connexion. Vous pratiquez ce que l'on appelle l'élagage synaptique. Simultanément, vous commencez à défricher un nouveau sentier neuronal, celui de la confiance en soi et de la suffisance. Au début, ce nouveau chemin est une jungle dense, difficile à traverser. L'anxiété monte, le corps réclame sa dose d'approbation, mais avec la répétition, ce sentier devient une route. Le cerveau commence à réétiqueter la solitude. Ce qui était autrefois classé sous danger de mort, isolement, est déplacé vers récupération, sécurité, homéostasie. C'est un recablage physique de la perception de la réalité. Nous apprenons à notre biologie que nous pouvons survivre, et même prospérer, sans l'apport constant de feedback externe. C'est une forme d'apprentissage par extinction. En cessant de nourrir le comportement de mendicité par la récompense de l'attention, le comportement finit par s'éteindre de lui-même. Ce processus nous libère de la tyrannie de l'immédiateté, nous donnant la patience et la force intérieure nécessaires pour exister pleinement, indépendamment de l'audience. En fin de compte, cette quête d'autonomie émotionnelle converge vers une vision holistique de la santé, touchant à l'immunologie et à la dynamique des systèmes vivants. La science nous montre de plus en plus clairement le lien entre l'esprit et le corps via la psycho-neuro-immunologie. Un individu qui mendie constamment de l'attention vit dans un état d'insécurité chronique qui s'apparente à une inflammation systémique de bas grade. C'est comme si le corps était constamment en train de lutter contre une infection invisible, l'infection du doute de soi. Les marqueurs inflammatoires, comme les cytokines, peuvent s'élever simplement par le stress social perçu. Ainsi, cesser de mendier
n'est pas juste une libération psychologique. C'est un acte anti-inflammatoire puissant. Nous apaisons le feu intérieur. Mais au-delà de la santé individuelle, cela transforme radicalement notre rapport à l'écosystème humain. Dans la nature, il existe des relations parasitaires et des relations symbiotiques. Celui qui mendie l'attention est, énergétiquement parlant, dans une dynamique parasitaire. Il a besoin de l'autre pour nourrir son estime de soi, pour siphonner de la vitalité et de la réassurance. Cela crée des relations déséquilibrées et puissantes et fragiles. En devenant émotionnellement autonome, nous changeons de paradigme biologique. Nous passons d'un organisme en déficit qui cherche à combler un manque à un organisme en plénitude qui déborde de ressources. C'est le principe du vase qui déborde. On ne donne aux autres que le surplus de notre propre énergie, sans s'appauvrir. Nos interactions cessent d'être des transactions de survie pour devenir des actes de pure contribution et de partage. Nous devenons des systèmes en circuit fermé, mais ouverts sur le monde, capables de générer notre propre lumière et notre propre chaleur. Cette autonomie permet un amour et une amitié véritables, car ils ne sont plus basés sur le besoin, mais sur le choix et la liberté. C'est l'état de santé ultime. C'est l'état de santé ultime. Un esprit souverain dans un corps régulé, naviguant le monde non pas comme un mendiant affamé, mais comme un créateur généreux, ancré dans la certitude biologique de sa propre valeur.